Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, et si les coopératives étaient une bonne alternative pour le Made in France, face aux crises et à la perte de sens, les coopératives réémergent comme une réponse concrète. Gouvernance partagée, ancrage local, utilité sociale. Et longtemps considérées comme marginales, elles séduisent aujourd'hui des entrepreneurs, des salariés, des territoires en quête de modèles plus justes. Et si ce modèle fondé sur la démocratie économique n'était plus une exception, mais un vrai choix d'avenir? On va en parler avec nos invités. Olivier Roberts est avec nous ce soir, fondateur de Sacré Français et organisateur des rencontres du Made in France qui ont eu lieu le 22 mai dernier à Marseille. Nous aurons Olivier Leberquier qui est président du conseil d'administration de Scope 1336 et Jean-Michel Nicolas, repreneur de Bergère de France, et Laurent Courdechet qui sera avec nous, banquier engagé chez Crédit Coopératif. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix responsables, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Olivier Robert qui est avec nous. Olivier Robert, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur de la plateforme Sacré Français et organisateur des rencontres du Made in France qui ont eu lieu le 22 mai dernier à Marseille. D'abord un petit retake sur cette rencontre au sommet, si je puis dire, du Made in France. Quel retour du salon ? Écoutez, merci, bonjour à tous. Les retours du salon sont excellents. Alors, on a déjà eu des retours à chaud, les gens qui nous disaient que c'était constructif, intéressant, qu'il y avait des rencontres qui se faisaient. Ça se voyait d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça les rencontres. Le but du jeu, c'est réellement de créer une synergie forte. Et puis, les premiers retours que l'on a des exposants, par exemple, sont excellents parce que tous sont en train de trouver un retour sur investissement extrêmement significatif. Et ça, c'est aussi l'objectif. Donc, l'idée, c'est vraiment quand on crée ce type de rencontre, c'est non seulement que on ait des inspirations faites par des intervenants, comme on a pu le voir avec le directeur général de BIC, Nicolas Chabert, certains intervenants qui sont là ce soir, mais surtout qu'il y ait des gens qui puissent se rencontrer et travailler ensemble dans l'avenir, faire des activités, enfin construire ensemble. C'est ça l'idée. Et aujourd'hui, les retours sont très très positifs. C'était les combientièmes rencontres du Made in France sous votre patronage, Olivier Robert? C'est lui qui l'a fondé. Oui, c'est pour ça. Et c'est son anniversaire. C'était hier. On vous souhaite un bon anniversaire, avec Cécile. Oh, merci beaucoup. Et bien, écoutez, nous avons créé cet événement l'année dernière. Donc la première édition avait eu lieu l'année dernière, le 24 mai, avec vraiment cet objectif, c'est de créer des rencontres inspirantes. C'est pour ça que cette marque est forte. Et en fait, c'est vraiment la promesse de cet événement. Donc c'est la deuxième édition et évidemment à la fin j'ai bien évidemment annoncé que on s'était tellement régalé, on avait tellement trouvé de positif dans ce que l'on faisait qu'on renouvelle l'expérience en 2026, évidemment. Alors, Olivier Robert, il y a énormément de flou autour de ce Made in France. C'est toujours important de remettre, comme dirait Philippe David, l'église au milieu du village. Mais il y a un espèce de flou sur des produits qui portent le drapeau français, sur des labels, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et c'est bien aussi de comprendre, et pour ceux qui s'engagent sur le terrain, qui relocalisent, qui rachètent des boîtes ou des marques patrimoniales, et on va en parler dans un instant, de finalement les concentrer sur des événements précis. Oui, tout à fait, parce que ça permet de donner de la clarté, et vous avez raison. D'ailleurs, on avait une organisation qui s'appelle le Collectif en Vérité, qui s'est créée par exemple dans l'agroalimentaire, à l'initiative de grandes marques. L'objectif, c'est de dire les choses. En fait, il y a ce qu'on appelle beaucoup de franco-lavage. Le franco-lavage, c'est clairement les gens qui mettent un petit drapeau français alors qu'ils fabriquent ailleurs. Et ça, c'est en pas bon français, le French washing. Ouais. C'est ça, exactement. Merci pour la traduction, cher Philippe. Et donc le principe, c'est vraiment là d'avoir des entrepreneurs et des entreprises, petites, moyennes ou grandes, parce qu'il y avait vraiment des grandes entreprises aussi qui viennent dire qui sont transparentes sur ce qu'ils font. Je prends un exemple. Dans une des tables rondes sur la réindustrialisation et la relocalisation, le directeur général de BIC, Henri Nicolo, nous a dit nous, on veut tellement maîtriser, et la raison pour laquelle on reste ici, c'est qu'on veut maîtriser ce que l'on fait, que on va même jusqu'à fabriquer les machines qui sont dans nos usines pour être sûr que la qualité soit en rendez-vous, et c'est le seul moyen. Et donc ça, c'est extrêmement important que ça sache, que ça se voit. D'ailleurs, j'incite tout le monde à aller visiter les usines, parce que c'est vraiment quelque chose génial à visiter d'efficace. C'est magnifique, moi j'adore ça.
C'est vrai, j'adore ça. Donc oui, clairement, ça donne de la visibilité et de la transparence. Alors, il y avait eu 2 tables rondes sur la réindustrialisation et l'importance des coopératives. Qu'est-ce qui est sorti de ces 2 tables rondes, Olivier Robert ? Eh bien, écoutez, alors moi, j'avoue avoir. Pourtant, j'ai été acteur de la préparation, donc je pensais pas découvrir des choses, et j'ai découvert des choses pendant ces rencontres, et notamment sur les coopératives. Ce modèle est assez incroyable. C'est vraiment bluffant. On s'aperçoit qu'on peut réinventer un modèle, comme le fait C'est qui le patron. On s'aperçoit qu'on peut reprendre des entreprises historiques, comme nous allons le voir tout à l'heure, via ce modèle-là. Mais c'est tellement vertueux parce que finalement, tous les collaborateurs sont des acteurs de l'entreprise. C'est le consommateur qui finalement a la main sur ce qu'il fait. On a beaucoup parlé d'un sujet qui est de dire que finalement, le bulletin de vote et le meilleur bulletin de vote, c'est la carte bancaire que chacun a. Et tout le monde a remonté ces informations, que ce soit sur la réindustrialisation ou la relocalisation, en disant, par exemple, nous avions Duralex, la marque Duralex qui était là, et qui est une scope aussi, et qui disait, si les 67 millions de Français achetaient 1 euro de verre par an, l'entreprise irait très très bien. Donc ça veut bien dire que on peut monter un modèle extrêmement vertueux sur la relocalisation et la réindustrialisation via ce modèle économique qui sont les COP et les SCOP. C'est pas le seul, mais c'en est un. Alors, ce qui est aussi, là aussi, la raison pour laquelle vous avez monté tout cet écosystème aussi, c'est que ceux qui aujourd'hui s'engagent communiquent pas très bien en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tellement la tête dans le guidon, ils ont fait des efforts incommensurables, ils ont racheté des boîtes, ils les ont remis sur pied, ils ont relocalisé, mais la communication n'est pas là. Eh oui. Et ça, c'est un vrai écueil. C'est la raison pour laquelle on a créé Sacré Français. Et Sacré Français est vraiment une agence de marketing avec une vision, c'est comment aider les entreprises françaises à réussir. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Et nous, on sait que au plus le consommateur verra une marque, au plus il sera tenté par l'acheter. La pédagogie qu'on doit avoir autour de ça, elle est liée, et je vais prendre un exemple, c'est arrêtons de dire que d'acheter un produit Made in France, c'est plus cher. Voilà. Déjà, moi, on a pris des engagements lors de ces rencontres du Made in France, mais ça, c'est un engagement sur lequel je vais travailler parce que quand on veut faire entrer un message, vous le savez très bien, en communication, il faut répéter ce message. Et quand on répète le message de le Made in France, c'est cher, et du coup, on ne s'en sort plus. Et ce que faisaient les marques, et l'erreur de communication, c'est de venir se justifier. Alors qu'elles n'ont pas à se justifier. Elles font un produit de qualité, efficace, sur lequel on a de la traçabilité, qui a une empreinte carbone extraordinaire. Il n'y a pas besoin. Le tout, c'est de donner ses atouts et de pouvoir communiquer efficacement. Quelle est l'image encore du produit Made in France chez les Français et à l'étranger ? Alors, elle est différente d'ailleurs entre les Français et l'étranger. D'où ma question. L'étranger. Vous avez raison. Justement, les étrangers ont moins de problèmes que ça par rapport aux produits Made in France, parce que pour eux, c'est quelque chose de prestigieux, avec des savoir-faire qui sont ancestraux, avec une qualité irréprochable. Donc, on a une très bonne image à l'étranger. En France, si on prend la fast fashion, si on prend tous ces univers-là qui ont détruit la valeur, du coup, on se retrouve avec un déficit de confiance vis-à-vis du produit Made in France en disant je vais acheter un produit qui est le même, mais il est plus cher, je ne le comprends pas. Donc c'est là qu'il faut apporter de la compréhension. En tout cas, je tiens à vous le dire. Je rajoute, excusez-moi, je rajoute une chose qui est importante, c'est qu'il y a quand même, depuis 2020, une prise de conscience. Et donc, on commence quand même à avoir un achat qui est encore militant, qui n'est pas encore un achat réflexe, mais on commence à avoir cet achat. Donc, ça veut dire que le Français a quand même pris conscience que d'être dépendant d'autres pays sur plein de sujets, que ce soit le médicament, que ce soit l'automobile, l'industrie, tout ça, que c'est pas forcément très bon pour nous et qu'il faut qu'on fasse des efforts. Alors moi j'ai vu ce week-end dans un supermarché des verres Duralex, très jolis, avec des coloris différents, à 1,45 €. Voilà, et en plus j'en ai fait tomber un par terre et il était incassable, donc voilà, comme quoi ça n'est pas si cher que ça le Made in France. Exactement. Voilà, exactement. Il faut le dire. Allez, vous restez avec nous, Olivier. Par contre, ça incite à faire une chose. Quand on invite Cécile de Ménibus à déjeuner ou à dîner, on lui dit non, on débarrasse, ne touche pas les verres. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pas faux. Maintenant que vous le dites, c'est pas faux. C'est arrangeant, hein. Il était à combien de votre verre ? 595 €. On va passer une mauvaise soirée, je vous le dis tout de suite. J'en ai cassé 2. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Olivier Leberquier sera avec nous, président du conseil d'administration de Scope TI 1336. Vous allez voir, c'est une très belle histoire. Vous connaissez les éléphants bleus, éléphants. En tout cas, vous allez voir que maintenant, c'est la même chose, en mieux. Allez, à tout de suite.
19h20, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables avec Olivier Robert qui est avec nous, fondateur des Sacrés Français, organisateur de ces rencontres du Made in France. Deuxième édition, c'était le 22 mai dernier à Marseille. Vous l'avez raté, mais vous inquiétez pas. Il y en a d'autres qui arrivent. Et sur les coopératives qui ont beaucoup ces dernières années, en tout cas permis de sauver des marques patrimoniales. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc on a gardé Olivier Robert, bien entendu, et on accueille Olivier Leberquier qui est avec nous, président du conseil d'administration de Scope TI 1336. C'est la marque aujourd'hui qu'il faut absolument utiliser pour du thé de ouf. Et il est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous demander d'abord de raconter 1336, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la durée de la lutte, 1336 jours pour récupérer cette belle entreprise. Racontez-nous cette histoire que vous racontez si bien. Bonsoir, merci de m'accueillir dans votre émission. Et alors, je ne vais pas tout raconter parce que sinon là ça va être très long. Non, allez-y. Possible. En 1336, le nom de notre marque est effectivement lié au nom de jour de lutte qu'il nous a fallu pour gagner contre la multinationale Unilever. Simplement le droit de continuer à travailler et à maintenir l'activité industrielle et les emplois sur le site de Gémenos, pas loin de Marseille. Oui, parce qu'il voulait délocaliser. En Pologne. Oui. Voilà, en fait, ils voulaient fermer le site, dont ils n'ont pas réussi puisqu'on y est toujours là. Ce coup-là, c'est nous qui avons gagné. C'est rare, mais bon, il faut le souligner. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise produisait les thés Lipton. Bon là, c'est pour tout le monde connaît Lipton, mais aussi la marque Éléphant. Et la marque Éléphant, très peu de gens le savent, c'est une marque qui est née ici à Marseille il y a bientôt 130 ans. Et quand Unilever l'acquiert dans les années 70, la totalité des plantes aromatiques et médicinales sont issues du terroir local. Le conditionnement est donc fait à Marseille. Et donc, quand ils partent en 2010, même le conditionnement, du coup, est plus fait ici. Il est fait maintenant en Pologne. Les plantes viennent de l'autre bout de la planète. Ça traverse le monde dans tous les sens avant d'arriver dans la tasse du consommateur français, puisque la particularité de la marque Éléphant, c'est une marque qui est vendue qu'en France. Et donc, nous, on se battait pour la conserver. Malheureusement, pas comme nos camarades de Duralex qui, eux, ont réussi à conserver la marque. Nous, on n'a pas réussi à la conserver. Ça nous aurait donné tout de suite beaucoup d'activités, mais bon, malheureusement, on ne l'a pas eu. Donc, il a fallu qu'on crée notre propre marque. Il y a maintenant plus de 10 ans. Et donc, on a choisi de donner le nom de 1336, encore une fois, en référence au nombre de jours de lutte qu'il nous a fallu entre le 26 septembre 2010 et 28 mai, non, le contraire, à chaque fois je me trompe, le 26, 28 septembre 2010 et 26 mai 2014. Je devrais m'en rappeler le 26 mai ici à Marseille, vous savez, oui. C'est une date symbolique ici à Marseille avec la victoire de l'OM, mais moi je suis pas complètement marseillais, ça s'entend, j'ai pas l'accent qui chante de mes petits camarades. Donc vous allez chanter quand le PSG va gagner. Je pense pas. C'est quoi le déclic du refus en fait? À quel moment finalement vous êtes tous rencontrés en se disant mais on ne peut pas laisser cette marque disparaître en tout cas, ou en tout cas cet outil industriel disparaître? En fait, quasi dès le départ, alors pas dès le départ le projet de coopérative, mais dès le départ la volonté de se battre contre la fermeture et le maintien de l'activité industrielle. On savait que notre entreprise était rentable. Alors pour Unilever, pas assez, ils voulaient encore plus de profit, mais elle était rentable. Et puis surtout, comme je viens de le dire, moi je viens de l'usine du Havre et à un peu plus de 54 familles, déjà en 98, ils avaient fermé le site du Havre où on produisait les thés Lipton pour déjà délocaliser en partie en Pologne, en partie à Bruxelles. Et on s'était donc, nous on était descendus à Marseille avec 54 familles. Donc du coup, on savait ce que c'était que les conséquences d'une fermeture de site et les conséquences sociales surtout. Et les usines de Marseille qui autrefois étaient au centre de Marseille, elles aussi avaient été délocalisées à Gémenos. Alors il y a moins de kilomètres bien sûr, mais avec une classe sociale importante en 89. Donc on savait tous les conséquences de perdre nos emplois et surtout alors que c'était pas juste puisque économiquement il y avait rien qui le justifiait. Donc dès le départ, se battre pour maintenir l'activité industrielle et les emplois, c'était une évidence. Olivier Robert veut réagir. Oui. Olivier Robert. Olivier, j'ai une question à vous poser. Vous n'étiez pas des chefs d'entreprise, donc vous travailliez dans cette usine et tout à coup vous vous retrouvez à la tête de cette entreprise. Comment on crée cette démarche? Comment cette démarche parce que c'est ça en fait le cœur de la réussite de votre projet. En fait, là c'est le côté positif de la longueur de la lutte.
1336 jours, c'est près de 4 ans. Et donc, du coup, on a eu le temps de peaufiner et de construire. Alors, on n'a pas chassé, nous, les cadres du milieu vert. Hein. Il s'est trouvé qu'il n'y a aucun cadre qui l'a suivi dans le projet à la fois déjà de lutte, mais aussi de projet de construction de solutions alternatives. S'il y en avait eu qui étaient restés, bien sûr, ils avaient toute leur place avec nous, mais bon, ils ont pas suivi. Donc, effectivement, on est entre guillemets que des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, mais chacun avec nos compétences en interne dans le travail qu'on faisait. Moi, à la base, j'étais technicien de maintenance. Oui. Et donc, du coup, quand la longueur de la lutte a permis de peaufiner encore une fois le projet alternatif qu'on portait. Et ensuite, pour mettre en place le projet, eh bien donc chacun avec nos compétences qu'on avait acquises, on a été en chercher d'autres, on s'est enrichi d'autres, on a été chercher les compétences à l'extérieur qui nous manquaient. Et puis bon, pour ma part et le premier président de l'époque, Gérard Cazorla, on a fait payer à Univers les congés de reclassement et les formations auxquelles on avait le droit dans le cadre de la casse sociale. Et donc, je suis parti faire un DES de dirigeant d'entreprise de l'économie sociale. C'est génial. C'est génial. Pendant 2 ans. C'est génial. Et donc, pour finir un petit peu de nous donner des billes. Mais voilà, après, on apprend tous les jours. Puis surtout, c'est une aventure collective. Nous, on a mis, c'est pas que dans nos statuts qu'il est écrit un homme, une femme, une voix. C'est vraiment dans la réalité. On veut vraiment faire fonctionner l'entreprise avec le plus démocratiquement possible et chaque décision qui est prise. Alors évidemment, on a un mode de fonctionnement pour que ça tourne tous les jours, hein, mais oui. Le symbole de notre fonctionnement, c'est notre organigramme. C'est pas une pyramide, c'est un cercle. Et ce qui entoure le cercle, c'est l'assemblée des coopérateurs. La symbolique voulant montrer que rien ne peut sortir de ce petit en décision importante sans que ça passe par la validation des coopérateurs. Olivier Leberquier, aujourd'hui vous en êtes où? D'abord, vous êtes, on peut les acheter sur une plateforme, hein, sur Internet. Ça c'est important de le dire. Mais vous en êtes où les canaux de distribution? Qu'est-ce qui a avancé aujourd'hui? Où est-ce qu'on trouve vos produits? Alors malheureusement, le plus facile à trouver, c'est sur notre site de vente en ligne, hein, boutique 1336 sur Internet, et vous tombez tout de suite sur nous. Et là, vous avez à la fois la chance d'avoir toute la gamme. On a plus de 54 références et des produits dérivés, mais malheureusement pas suffisamment présent dans la grande distribution. Alors on a eu un élan positif du début, de 2014, au moment où on sort du conflit, jusqu'en 2020. 2020, je ne fais pas de dessin, vous savez très bien tout ce qui s'est passé. Oui, le Covid. Et donc on a eu une évolution positive, à la fois l'évolution du chiffre d'affaires et de nos résultats. Alors nous, on a un modèle atypique au niveau économique. On a mis les hommes et les femmes au cœur du projet, donc forcément les premiers exercices, ils étaient négatifs, mais ça c'était prévu et on avait réussi à atteindre le point d'équilibre en 2020. On fait notre premier exercice en 2020 positif puisqu'on fait un chiffre d'affaires à 4,2 millions avec 200 000 euros de résultats nets positifs. Et ensuite, on a eu un recul depuis 2020, 21, 22, 23. Malgré ça, on a quand même conservé des résultats positifs puisqu'on a eu des résultats exceptionnels qui sont greffés à nos exercices. Et là, 2024, pour nous, c'était le rebond. On a fait plus 30% de chiffre d'affaires en 2024, mais malheureusement, pas sur notre marque à nous, puisque comme on n'a pas eu la marque éléphant et que si vous venez visiter notre site, vous verrez que c'est un site industriel, donc on a vraiment besoin de beaucoup de volume. Oui. Donc on a proposé nos services à tous des acteurs de la distribution qui ont des marques mais qui n'ont pas de site de production. En marque blanche, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est ce qu'on appelle un marque blanche. On travaille avec des marques distributeurs, mais pas que. On a des marques distributeurs, on a aussi d'autres coopératives comme la nôtre, par exemple la coopérative Éticable, que vous connaissez certainement. Bien sûr. Qui est beaucoup présent sur le chocolat. Et c'est nous qui conditionnons pour Éticable sa gamme paysan d'ici. Mais ça vous permet de rester à flot, c'est ça? Alors justement, pour finir de la réponse sur où on en est, ça nous permet surtout d'avoir une grosse activité et d'amortir une grosse partie des coûts fixes de l'entreprise. Malheureusement, la répartition est pas bonne là sur 2024. On est en 2020, quand on fait notre premier exercice positif, on a 55% en marque blanche et 45% sur notre marque. Et là, on est plutôt à 72-28. Et donc du coup, voilà, on va dire, si je peux résumer comme ça très simplement, en activité, on a ce qu'il faut sur les marques blanches. Il faut qu'on améliore les marges parce que là c'est pas simple, mais en activité on est bien. C'est sur notre marque 1336 qu'il faut évoluer. Entre 2020 et 2025, on a perdu à peu près 600 000 sur la marque 1336. Donc voilà, donc on a vraiment besoin que notre marque rebondisse et qu'elle puisse, et surtout qu'on n'a que des retours positifs. Oui. On a très souvent des gens qui nous sollicitent, surtout quand je passe à une émission de radio comme la vôtre au niveau national. Eh bien, il y a des gens qui cherchent à nous trouver
et dans les régions en France, ils nous trouvent pas. Donc, si on était présent dans les magasins, c'est sûr que ils nous achèteraient. Par Internet. Allez, vous restez avec nous. Ça s'appelle 1336. C'est-à-dire que maintenant, à partir de maintenant, quand vous achetez du thé, vous allez chez eux. Vous allez voir, il y a plus de 50 références. Il y a forcément le vôtre. Hein, mais testez une fois et vous allez voir, comme moi, vous y reviendrez plus jamais ailleurs. Enfin, c'est terminé. Je trouve que cette manière d'avoir remonté et sauvé l'entreprise, c'est un peu fort de café. Ah, voilà, c'est très drôle. Très bien. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite de cette belle émission et on ira. Jean-Michel Nicolas sera avec nous, repreneur de Bergère de France. Vous vous souvenez de cette marque? Bien sûr. Vous tricotiez des pulls à l'époque avec. À tout de suite. Les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables. Olivier Robert est avec nous, fondateur de Sacré Français, organisateur de ces rencontres Made in France qui ont eu lieu le 22 mai dernier. C'était à Marseille et on a parlé en tout cas de réindustrialisation, de relocalisation des coopératives qui s'engagent et finalement montent et remontent de belles entreprises patrimoniales comme celle de Jean-Michel Nicolas qui est avec nous, repreneur de Bergère de France, et Olivier Robert est bien entendu toujours avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, avec aussi une histoire. On a gardé aussi avec nous Olivier Leberquier, bien sûr, que président du conseil d'administration de 1336. Et je vous le dis, je vous incite à aller acheter leur thé, qui sont délicieux et qui sont surtout totalement naturels. Encore une histoire passionnante avec Bergère de France. Jean-Michel Nicolas, merci d'être avec nous. Une histoire humaine, d'homme, où on se dit encore une marque patrimoniale qui est quand même aujourd'hui une filature de laine très très connue, une référence en France, qui aujourd'hui sort du redressement, si je puis dire, et ça va beaucoup mieux. Écoutez, bonsoir à tous, bonsoir Cécile, bonsoir. Merci de donner un petit peu de place aux marques françaises et au patrimoine français. Effectivement, on a repris cette entreprise avec les salariés au mois de novembre 2024. Aujourd'hui, on est en train de remettre l'entreprise sur les rails, puisqu'on a une entreprise de mode avant tout, on crée des modèles. Et donc, on a déjà préparé la collection pour la rentrée future. Oui, on avance et on espère durer très longtemps. Alors, vous êtes une marque mythique, très très connu. Vous avez aussi fait une scope. Vous avez probablement entendu Olivier Leberquier avant nous. Ça s'est fait un peu pareil, c'est-à-dire des salariés qui n'ont pas voulu laisser mourir un bel outil industriel. Oui, complètement. À un moment donné, on se pose la question, oui, la fatalité, une entreprise, ça fait 10 ans qu'elle devait fermer. Tous les jours, on attend que le courrier tombe, c'est la fin. Et puis un jour, on se dit, pourquoi pas se réveiller, pourquoi pas prendre son destin en main. Et prendre son destin en main, c'est quoi? C'est un projet d'entreprise, donc c'est construire ensemble un projet humain. Et puis, pour avancer, il faut aussi un projet financier. Donc, trouver des partenaires et trouver des personnes qui nous aident à construire ce projet. Alors oui, j'ai lancé le sujet dès le début, certes, mais seul, je ne suis rien. Avec, je suis une force et on est une force et Bergère de France résiste grâce à la force des équipes qui sont en interne et qui ont cru en ce projet. Alors voilà. En plus, il y a une tendance où on fait tout nous-mêmes, do it yourself, où effectivement de retricoter ses pulls est vraiment dans la tendance. Donc vous arrivez au bon moment, le retour est bien placé, si je puis dire. Alors, est-ce que c'est le bon moment? On se le dira dans quelques années. 10 ans plus tard, si Cécile, vous m'interviewez, je serais ravi de vous dire oui, c'était le bon moment. Alors moi, je ne me suis toujours pas mis. En tricot, je suis désolé. C'est très bien, Olivier, après l'émission, on ne se parlera plus. J'ai décidé. Je n'ai pas dit que je m'y mettrais jamais. Il faut à peu près 10 secondes. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont absolument extraordinaires et je recommande en l'occurrence le tricotin géant magique. On prend une manivelle, on tourne et à peu près 15 minutes plus tard, on a un super bonnet, une superbe écharpe. Donc oui, c'est facile de tricoter aujourd'hui et oui, j'espère qu'on va surfer sur ce besoin et sur cette attente du consommateur et du jeune consommateur aujourd'hui. Il a d'autant plus envie de personnaliser son écharpe, son bonnet, son pull, son gilet. Et nous, on peut permettre ça avec des produits français, avec des hommes et des femmes français qui construisent au quotidien une entreprise pour pouvoir faire plaisir au consommateur final et surtout offrir et créer du lien. Olivier Robert.
Oui, moi j'ai une question. Pour quelle raison, réellement, concrètement, c'est une bonne solution pour reprendre une entreprise, trouver des financements? C'est quoi concrètement qui fait que, plutôt que de faire une société capitalistique traditionnelle, en faisant une COP ou une SCOP, tout à coup, ça permet de le faire et ça donne toutes les chances de réussite? Alors, je vais donner 2 raisons essentielles. Olivier, la première raison, une entreprise, c'est un regroupement de personnes. Et là, l'avantage dans une SCOP, c'est que c'est un regroupement d'idées. Je ne suis pas seul. À certains moments, on a des faiblesses. À certains moments, on se pose des questions. Et la richesse d'avoir autour de soi un groupe qui va vous alimenter, va vous permettre, en tout cas, d'étayer une stratégie et d'accompagner. Et en même temps, les personnes vont intégrer cette stratégie puisqu'elles sont à l'origine. Alors, on ne peut pas tout prendre, bien entendu. Il y a plein d'idées. Mais souvent, dans une entreprise, il y a un directeur général qui est souvent un petit peu seul, qui se pose des questions devant son miroir tous les matins. Là, je ne suis pas tout seul devant mon miroir. À un moment donné, j'ai une question, je vais voir les personnes concernées et souvent, tu peux me croire, Olivier, souvent, c'est juste. Alors, pas forcément toujours les bons mots, mais souvent, c'est juste. Et il me donne le petit coup de pouce, il me donne la petite idée pour enchérir une stratégie. Ça, c'est le premier point, et ça, c'est l'humain, et c'est la force de l'humain. Et je trouve, moi qui ai travaillé dans des entreprises importantes, bien avant, avec un conseil d'administration, avec des financiers derrière, c'est pas du tout la même logique. C'est pas du tout la même logique, et on se sent soutenu et accompagné au quotidien. Et oui, en même temps aussi, l'avantage, quand on crée une entreprise, dans le cadre d'une SCOP, on n'a pas un investisseur. En l'occurrence, pour nous, on en a 54. Et 54 qui vont nous permettre d'apporter aussi des finances à l'entreprise, parce qu'une entreprise a besoin de trésorerie. Je pense que tous nous le dirons, a besoin de projets pour construire et se rénover. Et grâce à cet apport financier, ça nous permet aussi de relancer une entreprise de façon plus saine et plus sereine et prendre le temps de mettre en place toute la stratégie. Je vous relance sur l'aspect financier, Jean-Michel Nicolas. On se doute bien que lorsqu'on est dans une entreprise aujourd'hui, qu'on veut relancer une entreprise avec ses salariés, les banques ne sont pas toujours là. C'est vrai. Elles ne sont pas toujours là. Mais une banque, c'est aussi une entreprise. À un moment donné, si vous leur donnez un business plan qui tient la route, si vous leur apportez des capitaux, et en l'occurrence, c'est ce qu'ont fait les salariés aujourd'hui, de par leur engagement, ils se disent pourquoi pas. Aujourd'hui, les banques n'apportent pas la majorité du capital. Ce sont les salariés qui apportent la majorité du capital. Donc une banque aujourd'hui, dans un projet comme le nôtre, vient en complément, et surtout sur l'investissement pour moderniser l'outil de production, pour améliorer l'outil de commercialisation. Ce n'est pas le financeur principal, je répète, le financeur principal aujourd'hui, ce sont les salariés. Et grâce à eux, les banques y vont. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Bergère de France, vous le vendez encore au bout du monde, ou presque. Vous vendez aux États-Unis, au Canada et ailleurs en Europe, par exemple. Excusez-nous d'être une marque française. Ah non, mais vous êtes pardonné. Je vous donne même l'absolution si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Orbi et Torbi. N'importe notre pays. On n'est pas assez fiers de notre pays. On n'est pas assez fiers de notre savoir-faire. On n'est pas assez fiers de nos compétences en France. Pourquoi le luxe fonctionne à l'étranger? Parce que ça vient de la France. C'est pas toujours fabriqué en France, mais ça vient de la France. Et soyons fiers, et en tout cas, moi je suis fier, et toutes les équipes de Bergère de France, mais je pense que je ne suis pas le seul, n'est-ce pas Olivier? On est tous fiers de notre pays. Plus on sera fiers, et plus on mettra en avant notre pays, plus nos marques se vendront à l'étranger. Et oui, être une marque française, c'est une vraie valeur ajoutée. Et oui, ça ouvre des portes. Et oui, derrière, on se dit, on a de la traçabilité, on a un produit de qualité, on a des hommes et des femmes qui sont bien payés aussi pour réaliser, dans des justes conditions, etc., etc. Je suis désolé, mais là, on a ouvert un chemin qui est important, mais restons français, soyons fiers d'être français. On a un vrai savoir-faire. Bergère de France et plein d'autres entreprises en France. Et en tout cas, la semaine dernière, j'en ai rencontré plein. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec une banque qui s'engage depuis très longtemps, puisqu'ils sont ici depuis 1893. C'est le Crédit Coopératif, vocation sociale et solidaire, historique en tout cas des banques et justement de cette partie coopérative. On va en parler avec un banquier engagé. Laurent Coudercher. Exactement, qui sera avec nous dans quelques instants. On vous garde tous et ce sera la dernière partie de cette émission. À tout de suite.
Sud Radio. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables Made in France. Olivier Robert était avec nous, fondateur des Sacrés Français, organisateur de ces rencontres Made in France qui ont eu lieu le 22 mai dernier. C'était à Marseille. Avec nous, Olivier Leberquier, président du conseil d'administration de Scope TI 1336 et Jean-Michel Nicolas qui était avec nous, repreneur de Bergère de France. Et on accueille Laurent Coudercher qui était avec nous, banquier engagé de chez Crédit Coopératif. Et on parle de relocalisation au cœur de débat. Public, on en parle énormément et les coopératives sont certainement une solution. Laurent Coudercher, merci d'avoir accepté cette invitation. Quel rôle aujourd'hui la finance peut jouer dans cette réindustrialisation durable? Vous êtes une banque engagée, vous êtes un banquier engagé. On ne pouvait pas ne pas vous poser cette question, bien entendu. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir, bonsoir à tous mes amis coopérateurs et bonsoir à tous. Déjà, le rôle, c'est d'y croire, quoi. Voilà, c'est commencer par y croire. Et j'écoutais tout à l'heure, c'était très intéressant, tous les porteurs de projets que j'ai découverts et d'autres que je connais de manière un peu plus importante. Ils y ont cru. Et donc, quand vous y croyez, si effectivement vous avez un banquier qui n'y croit pas, c'est un peu compliqué. Vous le laissiez entendre Cécile tout à l'heure, et je vois bien ce que vous voulez dire. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et nous, on essaie déjà d'y croire. Et vous voyez, je rentre là aujourd'hui, je rentre de Bordeaux. On avait notre assemblée générale au Crédit Coopératif. Et vous savez, il y a une réunion après l'assemblée générale. On appelle ça des rencontres coopératives où on essaie en fait de faire parler des gens qui sont dans notre écosystème. Et cette année, et ça va vous plaire, le thème de la rencontre coopérative, de cette rencontre, c'était coopérative, modèle, dépassé en 2 mots, ou modèle d'avenir. Donc déjà, nous, on pense que c'est un modèle d'avenir. Mmh. Alors, vous allez dire, on est la banque coopérative des coopératives. Donc, il y a une logique. Voilà, donc on n'est pas masochiste. On pense que c'est un modèle d'avenir. On pense que c'est un modèle qui apporte beaucoup de durabilité. On pense que c'est un modèle qui, y compris sur les fondamentaux économiques, et je crois juste avant, Jean-Michel le disait, c'est un modèle qui apporte des capitaux, notamment les coopératives de salariés, les SCOP, apportent des capitaux et apportent des vraies solutions. Il y a beaucoup d'entreprises en difficulté à la barre qui, grâce au modèle des SCOP, survivent et fonctionnent. Voilà, on a des exemples. Donc le crédit coopératif, en fait, est là, je crois que ça a été dit avant, pour accompagner, peut-être avec une connaissance sectorielle du monde de l'économie sociale et solidaire en général, qu'on connaît très bien depuis plus d'un siècle. Donc c'est notre job, c'est notre métier, mais aussi du monde des coopératives qu'on accompagne depuis le début, en fait, depuis la création il y a 132 ans de la banque. Cette connaissance et derrière des outils financiers. Mais les outils financiers, en vrai, pour accompagner les coopératives, sont pas plus compliqués. C'est pas vrai. C'est pas plus compliqué que d'accompagner d'autres entreprises. Laurent Coudercher, quand on est banquier comme vous, on voit notre ami Olivier Leberquier qui n'était pas franchement dans la finance ou la gestion, etc., qui a pris la direction d'une scope magnifique à Gémenos. Est-ce que on suit encore plus quand on n'a pas des gens qui étaient au départ des professionnels de la gestion d'entreprise? Est-ce que vous les suivez encore plus? Vous avez un rôle de conseil encore plus important qu'un banquier pour une boîte traditionnelle où le type, le dirigeant a fait de la gestion et a été salarié pendant des années? Moi, je considère que celui qui était salarié dans la boîte, il connaît la boîte. Hein. Vous savez, théoriquement, oui, c'est vrai. Voilà, donc, quand le banquier, moi, je préfère ça personnellement. Je préfère ça à quelqu'un qui débarque, qui vient d'un fonds un peu lointain et qui ne connaît pas et qui va avoir une démarche purement économique. Donc, le fait de connaître l'entreprise est un point positif. Je crois que Olivier Leberquier le disait, il s'est formé. Et c'est très bien, il s'est formé justement pour arriver à assumer ce poste de direction qui c'est génial d'ailleurs. Top. Et c'est top. Et c'est exigeant dans une coopérative parce qu'ils ne vous l'ont pas dit. Mais ces dirigeants de SCOP sont élus par les salariés. C'est pas la même chose que simplement être renommé. Vous êtes élu. Donc quand on parle de risque, on prend aussi le risque de plus être romanet. Donc en fait, pour avoir financé beaucoup de coopératives de salariés, de commerçants et d'autres types de coopératives, très souvent, au contraire, le fait d'avoir quelqu'un qui est un professionnel et qui connaît l'outil de travail, c'est un point positif. Olivier Robert.
Oui, Laurent, j'ai une autre question pour aller un peu plus loin sur les coopératives. Lors d'un échange, vous m'aviez évoqué qu'il y avait des écosystèmes de coopératives et que les coopératives travaillaient avec d'autres coopératives. Vous m'aviez notamment cité un exemple en Espagne qui était assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, parce que c'est en France, le mot coopérative, c'est parfois un peu daté. On a l'impression que c'est des petits trucs, parfois que c'est des vieux trucs. C'est pas vrai du tout en fait. Il n'y a pas de statut entrepreneurial plus moderne que la coopération et plus efficace. Et donc, je pense, Olivier, tu voulais que je parle de Mondragon, qui est en fait une coopérative de salariés. Espagnol, oui. Voilà, c'est au Pays Basque. Voilà, c'est basque. Voilà, qui avait des très grandes marques, Fagor, etc. Supermarché, Mondragon, etc. Oui. Il y a une banque à l'intérieur, il y a une chaîne de supermarchés. Donc, c'est pas un petit truc, quoi. Et ça fonctionne extrêmement bien. Alors, d'aucuns vont dire oui, c'est parce qu'on est dans cet écosystème du Pays Basque Sud. Moi, je pense quand même que ça démontre une chose. C'est que ce statut-là, le statut coopératif, en fait, il peut être extrêmement grand. J'ai aussi un exemple français. C'est la plus grande coopérative aujourd'hui, la plus grande scope de France, c'est Up, le groupe Up Chèque Déjeuner. Le groupe Up Chèque Déjeuner, c'est près de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et de mémoire, parce que je ne connais pas toutes les scopes par cœur, pardonnez-moi, mais je pense qu'ils doivent être au moins dans une vingtaine de pays dans le monde. Voilà. Donc il y a vraiment des réussites, des groupes très grands. Je ne suis pas en train de dire que on s'intéresse au crédit coopératif aux grandes scopes. On travaille justement lors des créations, on essaie d'accompagner. On ne peut pas accompagner tout le monde, mais on essaie d'accompagner le maximum. Mais il y a aussi de très beaux exemples et il y a il y a un petit peu des flagships, y compris dans les scopes. Alors, Olivier Leberquier et Jean-Michel Nicolas, est-ce que finalement le Made in France est un acte militant? L'un ou l'autre? Ouais, je vais y aller. Olivier Leberquier. Je pense que oui, c'est un acte militant, puisque nous, c'est cet acte militant-là qui nous a permis de conserver nos emplois et l'outil industriel. Si entre guillemets, on n'avait rien fait, on nous annonce le projet de fermeture en septembre 2010. Ils avaient un projet de boucler ça en 3 mois. Au printemps 2011, on était tous direction Pôle emploi et puis aucune activité. Aujourd'hui, avec le combat qu'on a mené, la victoire qu'on a remportée, alors certes, au bout de 4 ans contre Unilever, mais depuis 2014, la création de la SCOP, l'année dernière, on a fêté nos 10 ans. Donc, je pense que le groupe Unilever, quand ils sont amenés par la lutte qu'on a menée, puis un certain nombre de combats qu'on a gagnés juridiquement, etc., à signer un protocole d'accord avec nous qui permet de créer la coopérative, je pense, je pense sincèrement, je peux pas le prouver ce que je vais dire tout de suite, mais j'en suis fortement convaincu. Ils avaient mis la barre suffisamment haut dans leur esprit à eux pour qu'on signe l'accord au bout de 4 ans. On se dit, ça y est, ils vont le signer, mais dans leur esprit, pas suffisamment haut pour qu'on réussisse. Et je pense qu'ils se disaient que voilà, on allait s'amuser avec le jouet pendant 2 ou 3 ans, et qu'au bout de 2 ou 3 ans, on allait rentrer dans le rang et on fermait l'usine. Bon, là aussi, ils se sont trompés, puisqu'on a réussi. Donc oui, pour nous, c'est vraiment un acte militant, et surtout encore plus maintenant avec la marque 1336, avec toute la symbolique qu'il y a autour de la marque qu'on porte. Allez, il nous reste 50 secondes, Jean-Michel Nicolas, et puis après, le dernier mot avec Olivier Robert. Jean-Michel Nicolas. Alors, le terme militant me gêne. C'est un acte normal. C'est un acte normal. Quand je dis militant, c'est positif. Hein, c'est pas un acte de. Consommer, c'est voter. Je le prends très positivement. Je le prends très positivement, mais. C'est un engagement, en fait. C'est un vrai engagement. C'est ça, dans ce sens. Exactement. C'est un vrai engagement. Aujourd'hui, on est français. Valorisons notre savoir-faire français et sauvons notre savoir-faire français. On a des pépites. Et Laurent le disait tout à l'heure, je fais juste un petit rappel rapidement. Très vite, hein, parce qu'on a... Le Crédit Cup a dit oui à être présent à la table des financiers. Et ça, c'est déjà un acte d'engagement important, parce que toutes les banques n'ont pas dit oui au début. Voilà, je laisse la parole, mais soyons fiers, encore une fois, d'être français et de notre patrimoine. Olivier Robert, le mot de la fin. Formidable, hein, tous les trois. Évidemment, formidable. Et ça, c'était multiplié par 10 ou par 20 lors des rencontres du Made in France que l'on a organisées. Et moi, je rejoins aussi sur le côté très positif. Je pense qu'il faut qu'on continue de non seulement être fiers
d'être français et de fabriquer en France, mais il faut aussi célébrer nos victoires. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a quand même une tendance à toujours parler un peu des échecs et des difficultés. Et moi, je crois qu'il faut célébrer les victoires. Et là, quand on a des entreprises comme celle-ci, c'est réellement ça. Ce sont des victoires qui sont en cours, en devenir, mais c'est des victoires qui arrivent. Merci beaucoup Olivier Robert d'avoir été avec nous, fondateur de Sacré Français, organisateur des rencontres du Made in France. Merci beaucoup Olivier Leberquier, président du conseil d'administration Scope TI 1336. Merci Jean-Michel Nicolas, repreneur de Bergère de France, et merci Laurent Coudercher, banquier engagé chez Crédit Coopératif. En tout cas, ce sont des belles aventures humaines. Très belles aventures. Et on est très heureux en tout cas que vous ayez fait tous ensemble ces belles rencontres. On vous souhaite beaucoup de succès et puis on espère qu'on vous envoie plein de clients. À très bientôt. Passez en tout cas une très belle soirée avec Philippe David. On se retrouve lundi matin. Lundi matin, demain vous retrouverez Frédéric Brindel à notre place. Et les on va acheter de la laine, on va acheter du thé, on va aller au Crédit Coopératif. Voilà, on va faire tout ça ce week-end. Et j'espère que vous aussi. On embrasse les Sacrés Français. Merci à notre équipe. Merci Aurore, merci Marie, merci Aude et merci Félix et Nelly, bien entendu. On vous souhaite très belle fête. Enfin, pas fête. Pas du tout. Si, c'est la fête de l'Ascension. Oui, j'allais dire fête de fin d'année. Donc, vous voyez où j'en suis. Allez, on vous embrasse. Bonne soirée à tous. Salut, à lundi.